L'essentiel politique ce soir, c'est avec Virginie Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeure à la Cage Business School et cofondatrice de Spiral Institute. Avec vous, dans un instant, on va évoquer la campagne pour les municipales suspendues à Lyon après la mort d'un militant identitaire. Des militants antifascistes sont accusés de l'avoir agressé en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Un drame aussitôt récupéré politiquement. On reviendra aussi sur l'annonce de la candidature de l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à la présidentielle, avec un timing qui interroge, y compris au sein de son propre camp. Vous nous direz, Virginie Martin, comment l'interpréter. Enfin, la politique, on la retrouve également à la télé, avec les nombreuses séries qui la mettent en scène. Mad Men, Scandale, Dans l'ombre, Baron Noir. Que disent-elles de nous? Comment nous influencent-elles? C'est l'objet de votre dernier ouvrage, Jeu de pouvoir, quand les politologues regardent des séries, aux éditions du Cerf. Vous nous en direz quelques mots. Et on commence donc avec les municipales. Dans un mois, les Français sont appelés à élire leur maire et le climat est de plus en plus tendu. À Lyon, la campagne a été suspendue ce week-end après la mort d'un militant identitaire. Il aurait été agressé jeudi en marge d'une conférence de l'eurodéputée La France Insoumise Rima Hassan. Et des militants antifascistes sont pointés du doigt. C'est l'ultra-gauche qui manifestement a tué, a estimé ce dimanche le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, assure que son parti LFI n'a rien à voir avec cette histoire. Virginie Martin, on est en pleine récupération politique de ce drame. Je ne sais pas si pour l'instant on est vraiment en récupération politique. En tout cas, on est face à un drame, face à des gens aussi qui s'engagent politiquement. Et c'est quand même important de le rappeler, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs opinions, d'un côté comme de l'autre. Et au moment où la politique n'a pas du tout la cote auprès des Français, où la cote de confiance est très faible et où les taux d'engagement baissent d'année en année, là, on voit quoi? Que la politique, finalement, peut tuer. C'est plutôt ça, en définitive, le problème, et qu'elle est empreinte maintenant et stigmatisée par une violence extrême et qui va jusqu'à la mort. Donc c'est extrêmement grave. Maintenant, récupération politique, pour l'instant, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, tout comme le ministre de la Justice, ont eu des mots très durs, très durs. L'enquête, de toute façon, comme le disait le ministre de l'Intérieur, doit aussi déterminer qui sont les auteurs, réellement. Les faits, les auteurs, etc. Puis aussi l'enchaînement des faits, c'est important. Et puis, chacun se renvoie la balle, bien entendu. Chacun va dire, finalement, comme la France Insoumise, qui essaye évidemment de garder au plus loin d'elle ce drame absolu, ce qui est normal. Est-ce que c'est pour l'instant de la récupération ou en tout cas juste un effet de recadrage pour pas être complètement emballé dans ce drame absolu? C'est ça aussi qui est compliqué. Pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on soit tout à fait en récupération. Chacun est dans son rôle, si je puis dire. La France Insoumise qui a été étiquetée d'extrême gauche cette semaine, et Emmanuel Macron a salué cette décision. On va l'écouter, c'était aujourd'hui. Je ne fais pas les classements de sensibilité, c'est au ministère de l'Intérieur de le faire pour les élections, mais je crois qu'il n'y a pas tellement de mystère pour dire qu'ils sont à l'extrême gauche. La France Insoumise conteste cette étiquette, pourquoi ? Elle conteste parce que finalement, quand on dit extrême gauche, c'est vrai que ça peut enfermer. Mais en même temps, ça peut aussi arranger d'une certaine manière LFI. Parce que finalement, ça lui donne aussi des gages de pureté. Parce que la gauche de gouvernement, ce n'est pas nous. Nous, finalement, le ministère, l'État nous classe à l'extrême gauche. Donc, en plus, on peut jouer les victimes. Enfin, on peut en faire tout un pan de communication. En même temps, évidemment, ça les met un peu dans un coin. Et donc, il faut qu'ils se démêlent de cette situation compliquée. Mais ça peut avoir, il ne faut pas avoir de leur côté tout noir ou tout blanc. Il peut y avoir quelque chose de positif pour eux, c'est la preuve d'abord aussi qu'ils sont stigmatisés par le système, stigmatisés par la société, la politique, mainstream en général. Donc, il y a quelque chose aussi d'intéressant de leur point de vue en termes de communication et d'identité. C'est une annonce qui a surpris par son timing. Bruno Retailleau a officialisé cette semaine sa candidature à l'élection présidentielle. C'était jeudi dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Cette décision, je la prends avec la sincérité de mes convictions, avec la force de mon engagement et la gravité qu'exige le moment. Car je refuse de laisser notre pays dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Une France qui s'enfonce, une France qui s'efface dans un monde de plus en plus menaçant. Le calendrier interroge, Virginie Martin. Pourquoi se lancer maintenant dans la course à la présidentielle ?
D'abord, il faut qu'il marque le pas, si je puis dire. C'est le patron d'LR, il faut qu'il s'agisse en patron. Et il agit en patron, d'une certaine manière. Maintenant, il évite le brouhaha post-municipal, où de toute façon, les résultats pour LR ne vont pas être extraordinairement positifs. Et puis, il prend de court un peu tout le monde. À droite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et il faut finalement qu'il soit un peu le premier. Donc, il a, comme on pourrait dire, finalement, il a maîtrisé l'effet d'agenda médiatique. Maintenant, c'est sûrement... c'est toujours trop tôt, toujours trop tard. Il faut aussi, à un moment Il n'y donné... a pas de bon moment, finalement. Voilà, il faut aussi se lancer. Et comme il y a quand même beaucoup de monde sur la ligne, on peut penser à Laurent Wauquiez, Édouard Philippe, David Lisnard, j'en passe et des meilleurs. Je crois qu'on est à peu près à quasiment une dizaine potentiellement à droite. Que des hommes pour l'instant, visiblement, d'ailleurs. Aurore Berger, peut-être à un moment. Voilà, enfin voilà, peut-être, et encore... et où se dit-elle à droite? Question aussi. Mais voilà, c'est très compliqué, ces moments-là, il y a beaucoup de gens. Et puis après, petit à petit, ça va se décanter. Il va y avoir aussi certainement une primaire ou des formes de primaire. Qui est nécessaire face à cet encombrement. Voilà, parce qu'il y a encombrement de toute façon. Alors après, attention, tout le monde ne dit pas exactement la même chose. Évidemment qu'Édouard Philippe n'est pas égal à David Lisnard, qui n'est pas égal à Retailleau, etc. Bien entendu. Et est-ce qu'on va petit à petit aussi aller, question ouverte, vers une union des droites? C'est aussi la question qui va se poser à terme, certainement. En tout cas, une certaine partie de l'électorat en a envie. Mad Men, Scandale, Dans l'ombre, Borgen, Years and Years, La Fièvre, Fauda, autant de séries que vous décortiquez dans votre nouveau livre qui est publié aux éditions du Cerf et que vous publiez avec Bruno Cotresse, Jeu de pouvoir quand les politologues regardent des séries. Vous dites que les séries sont devenues un miroir puissant de nos démocraties et de nos rapports au pouvoir. Qu'est-ce que les séries peuvent nous apprendre que les manuels de sciences politiques ne nous apprennent pas ? Alors d'abord, elles nous font rentrer peut-être plus facilement justement dans l'apprentissage. Parce que bien entendu, une série, c'est une intrigue, ce sont des crises, et c'est de la chair, si je puis dire. Un manuel de sciences politiques, et pourtant ce livre est un peu un manuel de sciences politiques quelque part. Bien sûr qu'un manuel de sciences politiques sera plus froid. Là, évidemment, on rentre dans quelque chose de médiatique, lié à l'entertainment, au divertissement. Bien sûr qu'on rentre vers... du côté des sondages d'opinion, des campagnes présidentielles, des primaires, du financement des partis politiques, des scandales justement qu'il faut gérer plus ou moins bien, et on rentre dans tout ça de manière plus facile, si je puis dire, via les séries. Et aussi, dans les séries, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit peut-être les points dur, si vous voulez, de ce qui peut advenir ou qui est en train déjà d'advenir. On prend la série Years and Years, par exemple, sur les nationalismes européens. C'est une série qui est vraiment qui dit quelque chose de la politique aujourd'hui. Mais alors, est-ce que ces séries, elles s'inspirent du réel ou c'est à l'inverse le réel qui s'inspire de la série ? J'ai plutôt envie de dire qu'elles s'inspirent quand même du réel plutôt que l'inverse. Même si aujourd'hui, on le voit, il y a une sorte de mise en série du politique. Il faut être sur TikTok, il faut être sur Instagram, il faut faire l'acte 1, la saison 1, la saison 2. Certains hommes politiques et femmes politiques en ont beaucoup usé de tout cela. Donc on voit bien qu'on s'inspire de toute façon de ce monde justement du divertissement. Ça me fait penser à la campagne municipale. Il y a des candidats qui utilisent la série Bref et les petits montages brefs pour faire campagne. Exactement. Donc bien sûr qu'en termes de communication, beaucoup s'inspirent de ces formats-là. Maintenant, les séries, elles s'inspirent quand même du réel, d'une part, mais elles nous le font voir un peu à l'envers. Vous voyez, on passe derrière finalement la scène et on va voir les intrigues qui se cachent. Et c'est ça qui est intéressant, d'une part, et d'autre part, elles vont aussi pointer du doigt de manière souvent fine, ce qui pourrait advenir demain. Il y a beaucoup, par exemple, de climate fiction, tout ce qui est lié à l'environnement, à la question de la survie. Aujourd'hui, dans les séries, il y a beaucoup de préoccupations liées à l'environnement. Quand avant, par exemple, il y avait beaucoup de séries qui étaient liées à la surveillance dans les années 70-80. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette histoire de post-apocalypse et ce genre de choses. Donc les séries, c'est vraiment, c'est un bonheur quand on est politologue ou qu'on aime la politique, de décortiquer cela, à la fois pour les coulisses, pour l'intrigue, pour le plaisir du divertissement, mais aussi quand même pour le cadrage politologique, si je puis dire, que ça nous offre. Vous dites qu'elles ne sont pas neutres, elles influencent tout de même. Par exemple, quand une
femme devient présidente ou qu'une personne avec un handicap accède au pouvoir, ça fait évoluer aussi les mentalités. Mais c'est certain que ça donne à voir des représentations différentes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous faites allusion à la série Dans l'ombre, donc avec ce candidat qui est en fauteuil roulant et qui est face à une femme qui est jouée par Karine Viard en l'espèce. Et à la fin de la série, Karine Viard dit « Finalement, j'ai l'impression qu'une femme perd toujours, même face à un infirme. » Et elle a ce mot infirme qui est aussi hyper violent. Donc on est effectivement là-dedans. Mais on peut être aussi dans tout ce qui est diversité, minorité visible. Vous voyez, dans Scandale, la personnage principale, c'est Olivia Pope qui gère, voilà, et qui est afro-américaine et qui gère les affaires d'État américaines de main de maîtresse. Je voudrais terminer avec un petit quiz. Virginie Martin, chaque série, on le sait, offre une vision du monde politique. Laquelle est la plus crédible selon vous ? Je trouve que Mad Men est quand même très très crédible. Pour moi, c'est vraiment une page d'histoire, cette série. La plus inquiétante ? La plus inquiétante, Years and Years. Years and Years est très inquiétante, très inquiétante. Oui. Et puis le personnage de la leader est absolument cauchemardesque. La plus cynique ? La plus cynique, c'est difficile à dire. La fièvre, non ? Elle est cynique. Oui, la fièvre, c'est vrai, la fièvre est assez cynique. Partons sur la fièvre. Et la moins crédible ? La moins crédible, je ne sais pas, je les trouve toutes relativement crédibles ici ou là, parce qu'elles dénoncent des choses. Vous voyez, il y a la crédibilité du quotidien et il y a la crédibilité de ce qui pourrait advenir. Alors, ce n'est pas encore crédible, mais ça pourrait le devenir. Donc, voilà, sur la moins de crédible, diplomate. c'est peut-être, ou bien c'est peut-être aussi le Parlement, la série Parlement, qui est tellement humoristique, tellement caustique et tellement à côté de la plaque, si vous voulez, que ça en fait une sorte de saga ironique et humoristique plutôt que crédible. Voilà, évidemment, le labyrinthe du Parlement européen peut être effectivement un peu enivrant, mais il est quand même un peu plus crédible que ce qu'on voit dans la série Parlement. Et ça nous donne envie en tout cas de nous replonger dans toutes ces séries. Merci à vous d'être venus sur le plateau de France 24 pour l'essentiel politique. Restez avec nous. Tout de suite, c'est le journal de l'Afrique et on se retrouve juste après.